L'identité provinciale, par contre, est la conséquence logique du découpage territorial en provinces. Au Congo, elle s'est plus affermie avec le découpage en 6 provinces héritées de la colonisation. Province de Léopoldville, province du Katanga, province du Kasaï, province de Kivu, province orientale et province de l'Équateur. Ce découpage a créé au fil du temps de fortes identités qui ont même résisté à l'épreuve d'autres découpages territoriaux opérés ultérieurement, en se maintenant sous des appellations de Grand Katanga, Grand Équateur, Grand Kasaï, Grand Kivu, Grande Orientale et Grande Province de Léopoldville. Pourtant, ce découpage n'était pas le seul opéré à l'époque coloniale. Déjà en 1888, sous l'État indépendant du Congo, notre pays a connu son premier découpage en 11 provinces, appelé districts jadis, qui était suivi d'un autre découpage en 15 districts, survenu en 1895. Puis est venu le Congo belge, qui à son tour a soumis le pays aux 3 autres découpages. D'abord celui de 1914, réparti en 22 districts, suivi de celui de 1924 en 4 provinces, et enfin le fameux découpage en 6 provinces intervenu en 1935. Ceci pour dire que le découpage territorial n'est pas un phénomène nouveau au Congo et il ne lui est pas propre. Tous les États du monde sont concernés, même le plus petit. Alors avoir un Congo non découpé ne relève que de la pure fiction. Aucun État centralisé et concentré à ce point n'existe réellement. Comme technique d'organisation administrative, le découpage permet le rapprochement du pouvoir et favorise l'efficacité administrative. Et cela, peu importe la forme que revêt l'État, déconcentré, décentralisé ou fédéral. Cependant, à côté de ces avantages évidents, le découpage crée de manière inévitable de nouvelles identités qui rattachent chaque citoyen à sa province d'origine. Et il apparaît clairement que la force des identités en rapport avec les 6 provinces héritées de la colonisation trouve justification dans la durée de leur existence, soit 31 ans. De 1935, date de l'établissement de ces provinces, jusqu'en 1966, à l'avènement du découpage en 8 provinces, qui a essentiellement affecté 2 provinces de ces 6. La province du Kasaï est répartie en 2, Kasaï oriental et Kasaï occidental, et la province de Léopoldville, répartie en 2 également, la province du Bas-Congo et la province du Bandundu. C'est qu'à l'exception de la province de Kivu, ultérieurement divisée en 3, les autres provinces non affectées par le découpage de 1966 étaient malheureusement gardées dans leur configuration jusqu'en 2015, année de la mise en place effective de 26 provinces actuelles. Autre mythe qui a renforcé ces identités, c'est celui qui voudrait que les provinces que le colon nous a laissées soient le point de départ de toute histoire ou identité en interne que personne n'aurait le droit d'altérer. Or, le danger est que ces identités provinciales sont parfois plus enracinées que certains le préfèrent à l'identité nationale. Une situation qui finalement fragilise notre vouloir vivre ensemble. À cet égard, le découpage en 26 provinces semble être le meilleur découpage mis en place depuis que le Congo existe, car il parvient à concilier, par la taille conférée aux provinces, l'efficacité administrative et l'équilibre des identités. N'étant ni trop grandes ni petites, ces provinces sont de taille suffisante pour rapprocher le pouvoir de la population, assurer l'épanouissement économique respectif et permettre l'expression des identités provinciales sans gêner la construction de l'unité nationale. Les 6 provinces héritées de la colonisation
étaient non seulement trop grandes pour être dirigées efficacement, mais aussi s'imposaient par leur taille, au point de réduire en néant les efforts pour l'unité nationale toutes les fois que se déclenchait le mouvement de revendication identitaire. Les sécessions du Katanga et du Kasaï, à l'aube de notre indépendance, en disent déjà long. En effet, il est plus facile de juguler les revendications identitaires qui s'élèvent dans des provinces de taille réduite que le faire pour des provinces trop grandes. Et nous croyons sans équivoque qu'un découpage territorial bien réalisé est un atout pour accélérer le développement du pays et conforter l'unité nationale. D'ailleurs, l'attachement à la patrie se porte mieux aujourd'hui qu'autrefois où la promotion des identités provinciales prévalait. Ainsi, le plus grand mérite à reconnaître au découpage en 26 provinces est celui d'avoir découragé les velléités séparatistes et de nous engager dans une nouvelle perspective vers la construction d'une identité nationale véritable. Déjà, leur existence rend obsolètes les associations et expressions connues comme Grand Katanga, Grand Équateur, Grand Kasaï et j'en passe, qui désormais devraient céder la place aux nouvelles appellations et organisations correspondantes à la configuration en vigueur. À ce stade, l'intervention de l'État compte plus dans l'interconnexion de ces provinces par des infrastructures de transport adéquates, afin de faciliter les échanges de nos populations et par là favoriser l'intégration et la cohésion nationale. Au départ, le Congo fait partie des rares pays au monde dotés de voies de communication naturelles exceptionnelles. Le bassin hydrographique du fleuve Congo et les grands lacs qui bordent nos frontières à l'est du pays présentent d'importantes voies navigables qui rendent accessibles aux bateaux presque toutes les provinces du pays. Cet avantage permet de reconnaître au système de transport congolais deux types d'infrastructures. D'une part, les infrastructures de transport naturel faites des eaux du Congo et d'autre part, les infrastructures de transport artificiels qui sont dominées par les routes. En effet, le réseau navigable constitue le squelette même du système de transport congolais, en ce qu'il a servi de base pour la construction des autres infrastructures de transport, comme le chemin de fer, qui au fond ont été conçus pour compléter le même réseau navigable, au mieux pour corriger ses imperfections. D'abord, en assurant la continuité au fleuve Congo, là où il est interrompu par des chutes rapides. C'est le cas de la ligne Matadi-Kinshasa et la ligne Kisangani-Obundu, qui contournent respectivement les cataractes du mont Bangu et les chutes Boyoma sur le fleuve Congo. Ensuite, en reliant cette fois-ci le fleuve Congo à nos frontières et aux grands lacs qui bordent l'est du pays. Ainsi formé, ce complexe fluvio-ferroviaire fut le premier réseau de transport que notre pays ait connu pour la mobilité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Pour le rendre davantage opérationnel, l'action de l'État est plus attendue dans le dragage et le balisage des eaux, dans la réhabilitation des chemins de fer et encore mieux dans la création pour chaque ligne de chemin de fer existante d'une ligne en parallèle afin de rendre fluide la circulation. Pourvu qu'il soit mis en bon état et bien exploité, ce complexe offre une alternative durable et efficace au transport routier, capable d'absorber une part significative en besoin de transport. Et le réseau routier lui-même, autre composante du système de transport congolais, se trouve dans un état de délabrement très avancé et ne permet pas aux citoyens de se déplacer convenablement. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de relier le pays d'un bout à l'autre par la route. Ce mauvais état de nos infrastructures de transport maintient nos provinces enclavées les unes des autres, constitue la cause même de notre sous-développement et devient sans conteste un obstacle majeur à l'unité nationale. Alors, nous pensons gagner le pari de la construction de routes en commençant par privilégier ce qu'on pourrait qualifier de réseaux routiers de base, réseaux autour desquels
les autres routes viendront se greffer. Imaginez à trois ces réseaux concernent, principalement le grand réseau central qui s'étend sur les 4 provinces au centre du pays. Le Maniema, le Chopo, le Chuapa et le Sankuru. Puis les réseaux complémentaires de Olomami et de Kwilu. Par faire ces réseaux, en construisant toutes les routes nationales qui les renferment et certaines routes provinciales primaires, paraît le moyen le plus rapide et le moins coûteux pour connecter toutes les provinces du pays et faciliter les échanges de nos populations. L'idée centrale est celle de créer des réseaux au centre du pays qui favoriseront à leur tour la connectivité de toutes les provinces en périphérie. Car continuer à investir dans la construction isolée des routes en périphérie ne permettra jamais de réaliser le rêve de relier le Congo entier par la route.